Bonjour à tous, je m'appelle Léopoldine Chap, du coup je suis en dernière année d'interaction et je vais vous présenter mon projet de diplôme qui s'intitule « Il était une forêt ». J'ai rejoint, je suis à Strat depuis le 2018, du coup dans le département interaction comme je viens de dire. Et pour revenir rapidement sur mon parcours scolaire, j'ai fait quelque chose avant Strat. J'étais à l'Institut Mines Télécole dans un bachelor qui s'appelle Technologie de l'information, des communications et management. Et suite, pour mon stage diplômant, j'ai fait un stage dans une agence UX/UI dans lequel j'ai vraiment découvert le design comme je ne le connaissais pas, donc le design d'interaction. Et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire, que ça m'intéressait plus qu'une démarche commerciale classique. Et du coup, j'ai postulé à Strat, où j'ai eu la chance de rentrer dans la filière interaction en 2018. Maintenant, pour vous parler rapidement des inspirations que j'ai eues pour mon projet, je pense que c'est notamment mes voyages qui m'ont inspirée, comme mes voyages que j'ai fait il y a quelques années dans les parcs nationaux des États-Unis, qui sont avec des forêts magnifiques, en Colombie-Britannique, au Canada, avec les natives américaines, qui ont une vision de la forêt très particulière. Et enfin, mon échange à Erasmus, un peu différent, mais c'était il y a 1 an, et il y a de la végétation partout. C'est la 6e ville la plus végétalisée du monde, je crois, et par rapport au niveau d'habitants. Et il y a un désordre et en même temps une vraie douceur de vivre qui m'a beaucoup inspirée. Et enfin, un endroit où je ne suis jamais allée, mais qui m'inspire beaucoup depuis toujours, le Japon, et notamment ses forêts sacrées et les relations des Japonais aux vivants, qui est très inspirante. Maintenant, je vais rappeler dans les grandes lignes mon mémoire. Ma question initiale était: la forêt est-elle vidée de sa force ? Je suis venue à me poser cette question parce que j'ai toujours été fascinée par l'aura magnétique des forêts, et également parce qu'en ce moment on a une actualité assez alarmiste de l'état des forêts, donc je me suis dit que j'allais me plonger un peu plus là-dessus. Donc tout le monde a en tête la déforestation qu'on connaît dans les zones tropicales, mais ce que les gens savent un peu moins en général, c'est qu'il y a de la dégradation forestière qui a lieu un peu partout dans le monde, et qui est due à des facteurs anthropiques comme par exemple comme le réchauffement climatique ou encore la surexploitation ou une mauvaise exploitation de la forêt. Et il y a des menaces aussi, j'ai vu dans mon mémoire, un peu plus insidieuses, à savoir l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'on gère les forêts d'une façon multifonctionnelle. Alors certes, elles fonctionnent très bien, elles donnent ce qu'on attend d'elles, elles sont productives, mais elles perdent une part de leur aura un peu magique, d'une forme d'ailleurs, en fait, qui, à partir d'un certain point, elles sont créées par et pour l'homme, et du coup, elles perdent une aura, et elles nous inspirent moins, on s'identifie moins. Il y a également une cécité qui a lieu parce qu'on ne voit pas en fait, les phénomènes naturels qui sont microscopiques, lointains, qui sont très lents. Donc ça aussi c'est une menace. Et enfin il y a le cloisonnement ville-forêt, ville-milieu naturel plus largement. Et c'est sur ça que j'ai voulu travailler pour ma question, pour continuer à travailler. Et du coup effectivement il y a un cloisonnement et je me suis penchée un peu plus sur ça. Et pardon, j'ai un trou de mémoire. Oui, donc on a un cloisonnement qui est très dangereux, en fait. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Et en fait, il y a la nature qui est présente autour de l'homme, mais celle-ci, elle est cloisonnée, elle est protégée, et du coup, comme elle est protégée, elle est indisponible. Et du coup, il existe vraiment un cloisonnement qui est dangereux dans les deux sens. Il faut savoir que 0,2% seulement du territoire est en libre évolution et que 80% de la population française maintenant est urbaine. Et pour cette population urbaine, en général, la relation à la nature est assez artificialisée, est assez fantasmée en fait, et virtualisée. Ils n'ont pas de réelle expérience de nature. Et c'est dangereux dans les deux sens, du coup, avec ce qu'on appelle le nature deficient disorder, qui cause des pathologies, et aussi parce qu'on développe moins une conscience du vivant qui fait qu'on va vouloir protéger le vivant. Et voilà. Et j'en suis arrivée à ma question de designer, du coup, comment en tant que designer puis-je créer un portail entre forêt et milieu urbain ? Maintenant, je vais dérouler rapidement les rencontres que j'ai pu faire et le cheminement que j'ai fait pour arriver à mon projet. Donc tout de suite, j'ai voulu en savoir plus sur du coup, cette valeur un peu impalpable qu'ont les forêts. Donc je suis allée interroger ces messieurs
Benoît Limoges, qui s'occupe des services écosystémiques de la forêt. Il est québécois. Et il m'a confirmé qu'effectivement, ce qui était très convoité pour les forêts, c'est les services de régulation, de santé et d'approvisionnement. Mais il m'a dit qu'il y avait quelque chose de très important aussi, c'était que les gens aimaient beaucoup, il y avait vraiment une valeur socio-culturelle de la forêt. Et il a établi un panel en fait, de choses qui comptent, mais en fait qui sont inquantifiables parce que ça dépend de chaque personne, mais c'est quelque chose d'important en forêt et qui a tendance à diminuer quand elle s'artificialise trop. À savoir la valeur récréative, l'apaisement, l'esthétique, la valeur éducative, etc. Pas mal de choses que j'ai pas tout mis. Ensuite, je suis allée voir cette dame qui s'appelle Marie Larcher, et qui est écologue et guide en forêt. Et cette dame pratique de l'immersion en pleine forêt. C'est une pratique qui vient du Japon, du coup. Et cette pratique consiste à s'immerger en forêt, et immerger ses 4 sens dans un banc de forêt pour essayer de se retrouver un peu avec la nature et tirer ce qu'il y a de mieux en elle, vraiment vivre la nature. Elle est amenée à faire ça 4 fois par an, 1 fois par saison. Et elle me dit que, en général, ce sont effectivement des personnes urbaines qui viennent la voir, qui sont dans un état de stress avancé et qui ont découvert un peu par hasard et qui étaient intriguées, qui ne connaissaient pas avant. Et elle dit « Il ne faut pas sous-estimer le bienfait mental et physique que représente 30 minutes de contact régulier avec la forêt sur la santé humaine. Malheureusement, les gens s'y rendent peu spontanément. » Ensuite, j'ai voulu savoir un peu plus quantitativement ce que représentait la forêt pour les gens. Pour 74% des répondants, c'est un lieu pour se vider la tête où il fait bon vivre. Pour 62%, c'est l'endroit réservé à la biodiversité. Pour 55%, c'est un concentré de belles choses. Et pour 52%, c'est une ambiance mystérieuse. Ensuite, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils y font, quand ils y sont, qu'est-ce qu'ils y font, en général, ils ont tendance à un peu s'insinuer dans les petits chemins sinueux, à courir, à marcher. Certains font des pauses, mais ce n'est pas la majorité. Et il y a de la contemplation qui se fait beaucoup. Ensuite, dans cette étude, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment un rapport presque amoureux à la forêt. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui avait déclenché ça en eux, comment ils ont été venus à aimer tant la forêt. Et du coup, je les ai appelés. Me suis immergée aussi dans un camp scout. Parce qu'ils sont tous très, très au contact de la forêt, etc. Donc voilà, je voulais savoir comment ils vivaient la chose. Et ce que j'en ai retenu, c'est que pour développer un rapport fort à la forêt, ce sont en général des gens qui ont grandi au contact de la forêt. Et quand on leur demande quels souvenirs marquent à jamais leur rapport à la forêt, c'est parce que en général, ce sont des contes et légendes qu'on leur a racontés, mais aussi des aventures innocentes qu'ils ont vécues pendant des après-midi avec leurs frères et sœurs, etc. Ou des expériences insolites. Comme les veillées, dormir à la belle étoile dans la forêt. Ensuite, je suis allée me mélanger à un groupe de marcheurs en fait, de Parisiens qui quittent Paris pour le week-end pour aller faire des promenades et pour se dépayser un peu. Et du coup, les mots qui revenaient dans pourquoi ils faisaient ça, c'est la déconnexion, un autre monde, la flânerie, du dépaysement, une aventure, un ailleurs et de la liberté. Et ici, en fait, la promenade en forêt, c'est une activité sociale d'évasion. Je suis aussi allée voir d'autres forêts un peu partout en France, comme la forêt de Walgoat en Bretagne. Et ce que j'ai observé ici, c'est que plus la forêt est naturelle, plus les marcheurs s'animent, jouent avec le décor et s'euphorisent. Maintenant, j'en suis venue à me dire qu'il fallait faire quelque chose pour du coup, faire ressentir tout ça à Paris. Et je suis allée enquêter un peu plus à Paris. J'ai demandé à certains Parisiens pourquoi ils ne se rendaient pas plus souvent en forêt, pour ceux qui n'y allaient pas. C'est en général des soucis de temps. Enfin, il faut une voiture. Non, c'est soit un souci de temps, soit c'est un souci parce que c'est loin, ils n'ont pas de voiture, ou il faut prendre les transports, ils ne sont pas motivés. Ou alors, en dernier, c'est parce que leur environnement alentour ne les incite pas, c'est pas dans leurs habitudes. Ils ont des espaces verts, ils ne voient pas pourquoi ils iraient en forêt. Ou alors plutôt, ils n'y pensent pas plutôt. Et quand je leur ai transmis un graphique, en leur demandant à quel point ils se sentent proches de la forêt, ils aiment bien la forêt. Il y a peu de gens qui n'aiment pas la forêt, mais ils ne se sentent pas si proches que ça. Ils ont quelques interactions ponctuelles avec elle, une fois toutes les 4 mois, environ. Quand je leur ai demandé quel univers populaire représente la forêt pour vous, en général c'est une forêt foisonnante, du coup un peu fantasmée,
mais comme la forêt de Avatar ou une forêt spirituelle comme celle de Princesse Mononoke qui les inspire. Et du coup, les constats que je retire de ça, c'est que petit 1, les espaces verts ne comblent pas l'envie de nature des Parisiens, que petit 2, les déplacements dans Paris sont pour 76% du temps utilitaires, qu'il y a peu de flânerie, et troisièmement, c'est qu'il y a peu de place, je ne sais pas pourquoi le texte est supprimé, qu'il y a peu de place à l'imprévu dans la ville. Donc je suis allée interroger un apprenti à la ville de Paris qui m'a dit qu'effectivement il y avait beaucoup d'arbres qui étaient plantés dans Paris parce qu'il y a une urgence écologique, donc de toute façon il faut planter des arbres, et qu'ils ont des gros objectifs, des objectifs très importants de désimperméabilisation des sols. Ils veulent mettre moins de bitume, etc. Qu'il y a des objectifs de santé des citadins, il faut ramener des espaces verts et humides, une voirie résiliente avec des rues à jouer, des jardins partagés, un cheminement du piéton plus agréable, et des objectifs de biodiversité dans lesquels ils disent qu'il faut ramener la forêt plus proche de la ville. Mais à côté de ça, en fait, on voit que c'est un peu contradictoire parce que la forêt est aussi contraignante pour la ville de Paris parce que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu, qui peut mettre en danger les Parisiens, il faut le retirer parce que la nature ne peut pas vraiment prendre sa place. Et on voit ça par exemple avec les signalements qui sont faits dans l'application Dans ma rue. Il y a 2250 signalements en 2018 pour la végétation un peu trop importante en ville, enfin un peu qui part un peu, voilà. Et on a ce monsieur qui fait partie des présidents des 40 millions d'automobilistes. La question est de savoir si on veut faire une ville musée végétale, si on veut permettre le développement économique de la ville, comme si c'était incompatible. Et Damien de Boom-Forest qui dit « Les institutions ont souvent le même discours, la nature doit être là et répondre à nos besoins urgents, mais en même temps, elle ne doit pas empiéter ou trop gêner un projet humain. » Du coup, ce qu'on pourrait rapprocher à la forêt dans la ville prend cette forme-là. Ce sont des forêts urbaines de type Miyawaki qui sont plantées, en fait, qui sont censées pousser très vite. C'est très intéressant écologiquement et pour d'autres raisons, mais c'est sanctuarisé, donc c'est pas disponible aux habitants de Paris. Il y a ce que la ville de Paris appelle les îlots de fraîcheur, mais en fait, finalement, c'est des espaces verts, mais c'est une nature assez alignée, assez jardinée, finalement. Donc une réponse qui est aussi un peu artificielle. Des alignements d'arbres comme on les connaît dans les rues, ou des ruelles apaisées, qui sont des regroupements de végétation dans la rue, mais qui sont peu engageantes, parce qu'elles sont juste là, il n'y a pas d'interaction possible. Je suis donc allée voir Damien de Boom-Forest, du coup, qui plante ces forêts urbaines, et il me dit que pour certains, l'amour des forêts et la conviction sont déjà là. Ce qu'il faudrait, c'est que cette conviction se généralise pour que l'action de l'homme se pérennise. Aujourd'hui, la sensibilisation pour la biodiversité à Paris ressemble à peu près à ça. Ce sont des affiches qui sont collées à l'entrée des parcs. Du coup, Nicolas de la ville de Paris dit « Dans nos projets, nous passons notre temps à faire de la pédagogie auprès des décisionnaires et du grand public. Il paraît important qu'il faille continuer à faire de la sensibilisation de masse autour du vivant. » Voilà, je sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais les tensions que j'ai identifiées, c'est que globalement, il y a une difficulté d'accès mental et physique aux espaces de nature, qu'il y a un sentiment d'impuissance parce que les gens ne savent pas vraiment comment agir à ce point de vue-là, et qu'il y a une complexité des organisations, etc. Et qu'il y a une déconnexion dangereuse du coup avec le vivant. Et mes opportunités, c'est en fait faire vivre un déplacement agréable et de l'imprévu à travers la ville, à l'instar d'une promenade en forêt. Aider les citadins à participer à l'ensauvagement des villes pour se reconnecter aux sauvages en ville, et proposer des points de liaison avec l'esprit forestier à même la rue pour sensibiliser et faire ressentir. Et maintenant, je vais vous parler de mon projet en lui-même. Il s'adresse aux citadins en général, mais plutôt celui en quête de flânerie, celui qui est désireux de plus de nature dans son cadre de vie, et celui qui est curieux ou en quête de découverte. Il s'ancre dans l'espace public de Paris, dans des espaces au préalable négociés avec la ville de Paris. Enfin, il y a un accord qui se fait. Voilà. Et ça peut être sur les voiries, dans les parcs, dans les jardins, dans les squares, sur les terrasses. Mes insights, ce seront donc le déplacement et l'imprévu,
la décélération, le système d'étapes et la narration. Et du coup, mon projet, c'est créer une trame d'aventure forestière émotionnelle en partance de la ville, permettant de se rapprocher petit à petit du bois le plus proche. Je suis également interrogé ce monsieur qui s'appelle Ming Zhuang, qui est chercheur en relation homme-nature. Il m'a dit que la perception de nature se crée grâce à des critères socioculturels et une expérience individuelle. Et donc, c'est vraiment sur l'expérience individuelle que je veux jouer, par des stimuli sensoriels, des émotions, des souvenirs et du savoir. Dans cette quête de relation à construire avec le vivant, je vais me situer au début, au stade d'initiation, avec plein de petites choses qui viennent s'implanter dans la ville. Mes objectifs sont de dépérifiser la nature pour revitaliser le milieu urbain, tisser du lien entre deux milieux très cloisonnés et inciter le citadin à lâcher prise. Donc mon décor est Paris. On a plein de personnes au centre de Paris qui vont flâner en direction du bois. Ça, c'est pour la dynamique du projet. On a des trames virtuelles en fait, qui sont générées à travers la ville vers le bois et qui vont permettre de redécouvrir Paris par le prisme de la forêt. Ensuite, on a également des étapes clés qui viennent jalonner le parcours, des étapes clés physiques. C'est une multitude de petites expériences qui se pluguent sur l'existant. L'existant à la ville. Et on a également des points d'intérêt des utilisateurs, un système de signalement en fait, que je vais développer plus tard, qui permet de valoriser la nature spontanée hors des espaces verts. Enfin, on a le lien du parcours qui est l'application qui permet de se situer tout au long de l'expérience entre contemplation, découverte et action. Au niveau du flux financier, en fait, Il était une forêt est une association. Cette association a des utilisateurs qui vont, pas la première saison, mais les saisons qui viendront après, pouvoir acheter le mode histoire de cette aventure. Et ça va aussi fonctionner grâce à un système de dons. Il y a la ville de Paris qui va permettre des subventions à cette association. Cette association, elle, va faire exister le système, va l'entretenir et va assurer la continuité de l'aventure. Les utilisateurs vont recevoir, en utilisant le système, une monnaie virtuelle saisonnière qui vont pouvoir réinvestir dans l'aventure. Je vais développer ça plus tard. Je vais vous décrire rapidement je vais vous décrire le scénario de mon aventure. En fait, au fur et à mesure, on va avoir un engagement croissant de la part des citadins. Donc, ça va commencer par le point d'entrée, où les gens vont découvrir l'application. Ils vont être au début dans l'écoute et dans la découverte du système. Assez vite, ils vont commencer à naviguer en suivant l'application par un système soit de 2D ou de 3D, ils pourront choisir. Et ils vont pouvoir également commencer à signaler des points d'intérêt sur leur chemin. Il y a un système, en arrivant, il y a un système de jeu avec des actions physiques, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, ça dépend des étapes. Et une contemplation qui va se faire à chacune de ces étapes et également pendant la navigation. Et en fait, on va voir plus tard aussi qu'il y a une application qui va devenir plus importante parce qu'il va y avoir aussi un système de vote et de retour utilisateur tout au long du parcours, des activités à faire directement en forêt et à la fin du prototypage en forêt. Ensuite, les différentes choses qui seront... il va aussi y avoir des retombées dans la ville parce que ce qui va se passer dans la forêt va ensuite venir s'implanter dans la ville, mais je vais détailler ça plus tard. Du coup, au niveau des points d'entrée, en fait, ça va être une communication de street art dans la rue qui va délivrer un message un peu impactant, qui va intriguer les gens. Et ils vont scanner le QR code qui est intégré dans le street art. Et il y aura également devant chaque étape physique, pour les gens qui passent devant et qui se demandent ce que c'est, il va y avoir des panneaux Stark, du coup du mobilier urbain qui est en bois, pour se différencier de ceux en métal. Voilà, où ils pourront également scanner le QR code. Très rapidement, ils vont pouvoir installer l'application. On va leur dire rapidement ce qu'ils vont vivre dans cette aventure. Ensuite, ils vont pouvoir choisir le mode histoire ou le mode libre, plus de la flânerie, le mode histoire. Ils seront embarqués
dans une histoire, et également le mode de navigation, du coup avec un mode réalité augmentée, ou un mode avec des indices en mousse dans la ville ou une carte. Et du coup, dans le cas, voilà, ils auront ce choix à faire. Et immédiatement, ils pourront également faire une connexion auditive avec la forêt, avec un système de captation de son, installé en forêt. Et du coup, il y a Colline. Pourquoi cette idée? Parce qu'il y a Colline qui est randonnée entre copines, qui dit qu'un simple chant d'oiseau la plonge dans un état de sérénité absolue. Et Félix qui dit « Entendre soudainement un chant d'un oiseau nous fait aussi réaliser à quel point il y en a peu en ville ». Donc c'est pour tout de suite immerger la personne dans l'ambiance de la forêt, pour qu'il se coupe un peu de tous les sons parasites autour de lui. Du coup, dans le cas où il démarre le mode histoire, il va être amené à faire différentes étapes à son rythme à travers la ville. Il n'est pas obligé de faire tout d'un coup, il peut y revenir plus tard. Donc les étapes, ça va représenter les phases de développement d'une forêt naturelle. Il va en apprendre plus à chaque étape. Et également, chaque étape va lui apporter quelque chose que les personnes aiment généralement retrouver en forêt. Et tout ça, ça va permettre de réenchanter le réel avec une histoire d'une forêt libre et bienveillante. Donc on a cette personne au milieu de Paris. On va lui parler d'un point d'intérêt qui se trouve un peu plus loin. Du coup, je vais vous montrer comment se passerait le déplacement avec la tram AR. En réalité, pardon pour le message. Donc ça serait il serait guidé avec cette trame en réalité augmentée pour voir dans quelle direction il va aller. Je repasse à la présentation. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure qu'il progresse dans l'histoire, il y aura aussi un épaississement de la trame. Au début, ça sera des premières pousses, après des planches vivaces, etc. Ça va vraiment grossir. Et à la fin, pour arriver à un climax forestier, quand il va arriver à la fin de l'aventure. Au niveau du déplacement, il va également signaler des points d'intérêt sur son chemin, avec par exemple des arbres remarquables, des prairies, etc. Et en fait, ces points d'intérêt signalés, ils vont influencer plus tard les futurs trajets que vont prendre les utilisateurs, un peu comme un système Waze. Voilà, ça encourage aussi à rester attentif à son milieu, à ne pas s'immerger juste dans l'air. Et donc il va se déplacer, il va arriver à l'étape, et proche de l'étape, on va lui demander de trouver l'orbe planteuse pour devenir le complice de la vie, pour devenir complice de la vie, pour ramener de la vie dans le jardin, pardon. Donc il arrive à cette orbe planteuse dans l'étape intitulée Le hasard. Cette orbe planteuse est composée d'une plateforme protectrice à 360 degrés, qui permet de voir à 360 degrés, une vieille souche creusée qui maintient une orbe rosée connectée expulsant des graines volantes. Et la vie, au fur et à mesure que les utilisateurs vont utiliser, va s'implanter autour de la plateforme, parce que ce sera un espace qui sera permis pour ça, et ils vont pouvoir contempler la vie qui s'implante. Donc ce qui va se passer dans la tête de l'utilisateur à ce moment-là, c'est qu'au début il va scanner le QR code, il va comprendre ce qu'on attend de lui. Ensuite il y a une implication parce qu'il pourra choisir s'il veut les expulser ou juste rapporter le petit sachet de graines qu'il va pouvoir planter où il veut. De l'émerveillement au moment de l'expulsion des graines. Il va pouvoir ensuite utiliser un révélateur de forêt en fait en réalité augmentée. Il va pouvoir voir dans un an à quoi ça pourrait être si on le laisse vivre tel quel. Et à la fin, il va aussi devoir trouver un indice pour se rendre à l'étape d'après. Et une fois qu'il aura trouvé cet indice, il va gagner une monnaie saisonnière. Et du coup, je vais vous montrer ce que pourrait être le révélateur de forêt. Donc ça serait quelque chose comme ça où il est invité à tourner autour de la plateforme pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Ensuite, on va lui demander rapidement un retour sur l'expérience, c'est ce qu'il aimait cette expérience, et on va aussi lui demander de dire à quel point il serait favorable en fait à ce que le sol des villes de Paris soit plus sauvage. Et il va pouvoir mettre une jauge dans ce qu'il aimerait en fait. Donc il y a plein de petites étapes, mais je vais vous en présenter encore une ou deux.
l'idée d'une aire de jeu d'Andro qui est sourcée dans la forêt. Cette idée m'est venue parce que dans le rapport du Bois de Vincennes, la ville de Paris dit que les arbres morts laissés en place comme habitat pour la petite faune requièrent encore de la pédagogie, c'est-à-dire que les gens ne veulent qu'ils partent, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, et ça les dérange. Et du coup, cette aire de jeu ressemblerait un peu à ça. Elle serait sourcée quasiment seulement avec ce qui a été trouvé en forêt. Donc là, ce qu'on va pouvoir trouver, c'est le jeu, la liberté, la pénombre et la magie, avec encore une fois un système où les personnes vont pouvoir rentrer par exemple dans cette fosse des lucioles et voir en réalité augmentée ce qui ne peut pas être vu par l'œil humain, du coup la microvie qui va être projetée sur le mur à l'intérieur de la souche, et encore ce système de monnaie saisonnière. On a également des observatoires en surplomb de la ville. C'est des longues vues en réalité virtuelle qui va permettre la contemplation. Donc ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va lancer la réalité virtuelle. Il va pouvoir voir en fait les initiatives qui s'implantent un peu en réalité virtuelle sur la carte. Il va pouvoir filtrer le niveau d'information avec un filtre, et c'est directement connecté en open data aux données de Paris. Voilà, une utilisation de filtre. Enfin, il y a également des choses un peu plus spirituelles, comme dans les cimetières des villes de Paris. Du coup, à cet endroit-là, en fait, on va comprendre que tout est continuité, qu'on est lié à la forêt, parce qu'on est tous vivants. Et il va y avoir des actions assez spirituelles oui, qui se passent, symboliques. On va voir la vie en réalité virtuelle qui monte du haut vers le bas de l'arbre, et on va pouvoir rendre hommage aux personnes décédées. Et un système de vote à la fin qui demande si les gens seraient pour ou contre la mise en place de forêts cinéraires. En fait, il y a quelque chose qui se développe pas mal en France, mais Paris ne sait pas encore si elle va le faire ou pas. Donc c'est un moyen de donner leur point de vue des citadins. Et enfin, en fait, à la fin, quand les gens arrivent à la fin de l'étape de l'aventure, il y a un lieu d'accueil dans les bois. Donc c'est une maison saisonnière qui est le siège de l'association. Les gens vont pouvoir y vivre des activités saisonnières, comme des bains de forêt, des veillées, du land art, la construction de cabanes et des aventures, comme des chasses au trésor. Ils vont pouvoir échanger leur monnaie qu'ils ont gagnée tout au long du parcours avec des produits bruts de la forêt, de l'artisanat fait par l'association, ou alors des plants d'arbres à son nom, avec par exemple l'association Écoterie qui plante des arbres et qui laisse vieillir des forêts sans exploitation. Et enfin, pour les plus impliqués d'entre eux, ils pourront devenir semeurs d'étapes, donc c'est-à-dire imaginer en forêt les futures installations qui vont s'implanter en ville pour les prochaines saisons. Du coup, en forêt, on trouve une diversité de matériaux incroyable, donc c'est l'occasion de prototyper. Céline Stinger de Ville Ouverte qui dit les citadins ont un vrai intérêt pour leur cadre de vie. Donc c'est un moyen de les impliquer à bas coût dans la mise en place d'urbanisme. En synthèse, il y a deux modes d'utilisation, du coup un mode histoire, un mode libre. Le mode libre est à peu près pareil, il garde les fonctionnalités de musique, de monnaie et de points d'intérêt. Mais il n'y a pas d'histoire, la personne croise les activités, elle les fait, mais c'est vraiment, ça s'ancre dans sa vie de tous les jours. Et du coup, dans le mode libre, il y aurait un système de cartes, avec aussi, on peut retrouver les activités qui se passent en forêt, et enfin les initiatives où les personnes pourront voter en fait, pour les prototypages qui sont faits, voir ce qu'eux ils aimeraient, donner leur avis. En conclusion, les éléments du système sont des étapes réparties dans la ville, une application évolutive, un lieu d'accueil à l'orée des bois. Les bénéfices sont la sensibilisation, parce que ça accélère l'acceptation des politiques de végétalisation de la ville, une expérience de nature unique et un cheminement intellectuel, une mise en valeur de la nature urbaine dans l'espace public. Et les avantages sont un gain de place pour la nature dans l'espace urbain, un urbanisme à participation citoyenne à bas coût et une estimation de l'intérêt des Parisiens pour l'ensauvagement de la ville de Paris.
Enfin, si on veut voir sur le long terme, on peut évoquer qu'il peut y avoir une nouvelle aventure chaque saison, en retrouvant les choses que les gens aiment trouver à chaque saison, et du coup un nouveau parcours à chaque saison. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup pour ce travail très riche et très inspirant. Bravo pour votre présentation. Je suis désolée pour la longueur, c'est pour ça que j'ai fait des petits récapitulatifs. Non, mais c'est bon, c'est bien. Des petits leaflets que vous pouvez. Ok, non, tant mieux, je sais pas, etc. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour les oiseaux. Ah oui, je les avais presque oubliés. Ça fait du bien. Je trouve que vous avez fait un travail d'exploration et de recherche vraiment 360. Des experts, des gens qui aiment la forêt, d'autres gens qui aiment la forêt mais qui n'y vont pas. Je trouve que vraiment d'avoir cette perception, cette vue 360, c'était hyper riche. Et du coup, ça se retrouve, je trouve, dans la solution qui est 360 aussi. Et ce que moi j'ai vraiment perçu, c'est que dans la solution, à chaque fois, il y a des éléments en résonance justement avec ce que vous avez appris sur les gens, pourquoi ils vont en forêt, parce qu'ils font des contemplations. Ah bah tiens, il y a des étapes justement qui sont dédiées à la contemplation, etc. Et j'ai vraiment trouvé hyper malin aussi ce côté de prendre à chaque fois du feedback des gens, de leur demander s'ils ont aimé et comment ça pourrait s'incarner. Est-ce que ça les intéresserait que finalement ça s'incarne dans la ville de Paris? Enfin voilà, c'est presque une démarche citoyenne en fait. Je trouve ça très malin. Est-ce que j'ai des questions finalement, parce que c'était ça? Ben non. Non, vraiment, je trouvais ça assez... C'est magique. Merci. Vous êtes déjà en lien avec la ville de Paris? Vous avez déjà parlé de financement? Non, enfin j'ai parlé... oui, j'imaginais que ça pouvait fonctionner comme ça, parce que ça répond à certains des objectifs qu'ils ont mis en place, même de sensibilisation. J'ai parlé à une personne au service de Paris. Après, ils ne représentent pas toute la ville de Paris, mais c'était une projection... financière, comment ça pourrait marcher. Non mais c'est très bien et très sérieux que vous soyez allé jusque-là parce qu'en fait ça vous a donné du coup des éléments concrets pour imaginer le concept, le produit, le concept, le service, tout ça. On n'est pas là du tout pour parler du business model de toute façon, donc je pense qu'il y a des questions sur la viabilité financière, mais on complètement. Je pense qu'il y a des questions, mais oui, on peut répondre à une partie d'entre elles, mais ça faudrait revoir le... Ce que je trouve intéressant, et finalement assez nouveau, c'est que c'est le design du service, mais un service d'accélération du changement. C'est pas... c'est juste... c'est vraiment un truc à mettre dans les mains de l'équipe pour que ça marche. C'est vraiment super. Finalement, rien ne demande vraiment... de mise en place, la mise en place n'est pas si compliquée que ça. Je pense. Donc vous répondez à un besoin, des envies, pas forcément leur réponse, une actualité. Finalement, quelque chose qui manquait. Vous avez le constat que ce n'était pas une ville dans laquelle on marchait. C'est intéressant. Pour moi, Paris est une ville où on marche. Oui, on marche. Il y a 10 ans, on marche 4 fois plus à Marseille que pas une ville végétalisée. 4 fois plus à Marseille que à Paris. Oui, mais Paris, c'est pas ça. Il y a 5 ans. Ce qui est revenu aussi dans ce que mes interventions utilisateurs, c'est que les gens se sentent quand même stressés, même s'ils marchent dans Paris. On ne se sent pas forcément bien quand on rentre chez soi. Peu importe. Vous l'avez testé avec des personnes ou... L'application ? Oui. Oui, je l'ai, elle est sur le... Vous pouvez la tester aussi, il y a un QR code. Vous en dire plus sur le retour de l'utilisateur ? Oui, j'ai quelques verbatims. En fait, j'ai testé tout du long, dès que j'avais une idée, j'ai essayé de la confronter. Ensuite, j'ai
également en fait, fait les rythmes. J'ai fait le trajet, même si les installations n'étaient pas là, en leur disant ce qu'il y aurait à chaque fois, pour tester aussi le rythme de traversée, voir si c'était viable, si les gens se lassaient, etc. Ils m'ont donné des idées au fur et à mesure sur comment améliorer ça. Et du coup, ça s'est un peu construit au fur et à mesure. Même il y a des étapes que je n'avais pas pensé qui se sont ajoutées parce que les gens me parlaient de points d'intérêt qu'ils trouvaient en forêt auxquels je n'avais pas pensé. Voilà, en fait, il y a quelques, je ne sais pas si je les lis, mais il y a quelques verbatims qui sont revenus. Ah oui, et aussi des adaptations aussi que j'ai pu faire, pardon. C'est peut-être plus intéressant que juste des phrases comme ça. En fait, au début, quand j'ai testé, oui, les personnes me disaient que peut-être qu'il y aurait peut-être pour faire le parcours en entier, il y aurait peut-être les gens ne le feraient pas, ils n'auraient peut-être pas le courage de le faire en entier, donc trouver une motivation pour que les gens continuent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à la monnaie saisonnière, qui incite les gens à faire et refaire le parcours chaque saison, et aussi une possibilité de reprendre là où on s'est arrêté, et qu'une fois qu'on ressort à l'extérieur et qu'on veut flâner, ils nous signalent l'installation la plus proche où on pourra continuer l'aventure. Voilà. Autrement, du coup, oui, au début, c'est aussi quelqu'un qui m'a donné l'idée de cette rupture sonore avec les bruits anxiogènes de la ville, et du coup, je me suis dit que c'était plus... Au début, je voulais passer par des grands boulevards pour vraiment créer contraste, mais finalement, je pense que ça serait mieux de passer par des petites rues calmes et aussi créer cette radio de la forêt. Et une personne qui voulait, du coup, j'avais pas encore pensé à ce système de, à la fin, s'impliquer pour la ville, et une personne qui dit qu'elle aimerait s'impliquer dans l'organisation des processus de réensauvagement, et du coup, pouvoir devenir semeur d'étapes, et du coup, s'impliquer vraiment, faire vivre le système. Oui, vous pouvez mettre des liens vers les formulaires pour avoir un permis de végétaliser. Exactement, c'est ce que c'est. Je sais pas si vous l'avez. Enfin, je l'ai pas. Truffaut pour acheter des plants. Ah voilà, on va commencer à parler de business model. En fait, le permis de végétaliser. Le permis de végétaliser, oui, je l'ai mis en fait dans les initiatives parce qu'en fait, c'est quelque chose que la ville de Paris a mis en. Mais en fait, les gens n'utilisent pas trop parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et même moi, je ne savais pas que ça existait avant de commencer mon projet. Donc je me dis que c'est aussi un moyen de valoriser ce qui est déjà fait par. S'inscrire au scoutisme, on peut imaginer plein de liens vers d'autres activités à partir de votre parcours. Et exactement, c'est vraiment ça regroupe en fait tout ce qui est fait pour le réensauvagement et voilà, ça fédère. Et ainsi, oui. Très important, sur lequel tu n'as pas trop le temps d'insister. Oui, c'est autre chose. Cette construction d'ensauvagement et qui commence avec les parterres de melons piétinés sur les trottoirs. Moi, j'insistais volontiers sur un point de votre projet que l'on dit. C'est mon avis, je ne peux pas forcément tout jurer, que vous gardiez aussi comme réflexe et façon de faire, c'est que vous êtes vraiment parti d'envie, de besoin, de sensations, de sentiments, comme on a besoin d'aller manger des yaourts. Donc un truc qui, voilà, directement lié à la satisfaction d'un intérêt pour les gens, mais sur un sujet d'intérêt collectif et sur fond de nos angoisses, et sur fond des politiques, etc. Et vous n'êtes pas tombé dans la piste de dire bon, mais va voir, j'éduque les gens pour changer leur comportement, c'est pénible, quoi. C'était pas ma logique. Et du coup, ça a d'autant plus de chances de marcher que c'est pas donneur de leçons, pas. Ouais, c'est par l'expérience en fait. C'est par l'expérience, parce qu'on va vivre un truc sympa et beau, et au lieu d'avoir un cours sur l'effondrement du monde, on peut planter des graines. C'est chouette. Et sachant que je ne sais pas si vous savez, mais dans Paris, vous avez des parcours de ce type-là, mais pour le côté culturel de Paris. Oui, ça m'a inspiré aussi. C'est comme ça. C'est bien que ça complète. Enfin, je trouve que ça rentre bien. Exactement, il y a une logique de traversée en ce moment dans Paris qui se crée. Il y a aussi du Shazam, vous savez, le Shazam qui est le Shazam du savoir qui est venu derrière, et ça pourrait être le Shazam. On peut imaginer plein de choses, des murs végétalisés, des opérations. J'imagine bien l'opéra Garnier, puis un jour, tous les végétalisés, une opération pendant une saison, on peut imaginer plein de trucs. Oui, surtout que il y a cette trame qui est permanente, mais du coup les trames saisonnières qui viennent se greffer, elles peuvent évoluer, elles vont pas rester dans le temps, donc. Ça peut être de l'événementiel. Oui, ça peut être de l'événementiel, exactement. Semeur d'étapes, c'est très joli. Ouais, très joli. Bon, bravo,
Bravo. Merci à Une belle tout le monde. présentation. Merci. beaucoup. Merci.